Le combat ultime pour la survie des vivants a eu lieu, et les intrigues pour le pouvoir peuvent reprendre leur cours pour nous orienter vers le final de la saga. On va donc aujourd'hui se pencher sur l'épisode 4 de la dernière saison de Game of Thrones qui permet de dessiner le début de cette ultime conclusion. C'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans la Citadelle pour un nouveau review. Je dois vous avouer que pour cet épisode 4, je savais vraiment pas à quoi m'attendre en fait. Parce qu'avec ce qui vient de se passer, et donc je suppose que l'avant-dernier épisode donc sera une grosse bataille ou quelque chose de bien dramatique, comme la série a l'habitude de le faire, et un épisode final donc avec la conclusion de toute la saga et des conséquences. Mais du coup, pour cet épisode 4, je savais vraiment pas ce qui pouvait s'y passer. J'avais juste anticipé une bataille navale donc entre les Greyjoy devant Pike, donc qui malheureusement a pas eu lieu, même si on a eu quelque chose d'à peu près similaire. Et je dois vous avouer que globalement j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. On y retrouve vraiment l'ambiance goth, l'ambiance de tout ce qui a fait cette série. Donc avec une des forces de la série qu'on oublie souvent, c'est les dialogues, donc qui ont vraiment été exceptionnels pour ma part je trouve dans cet épisode. Et donc on revient vraiment sur la base de la série, donc avec des intrigues et tout ce qu'elle a pu savoir faire de bien. Et on commence directement donc avec une première demi-heure qui se passe à Winterfell au lendemain de la bataille pour l'Aube. Donc on peut y voir comment les survivants donc, gèrent cette situation. Et j'ai trouvé vraiment cette première partie excellente, vraiment très bien écrite. On arrive bien à se mettre dans la peau donc des survivants qui à la fois pleurent leur mort, mais également célèbrent leur victoire, qui au final est une victoire donc de la vie sur la mort. Et cette scène nous montre des personnages très humains au final, avec toutes les émotions qui vont avec. Donc on peut les voir rigoler, ils boivent, ils pleurent, etc. Et je pense que c'est un des gros points forts de ces scènes. Donc c'est justement cette humanité qui s'en dégage. Et donc au final on peut voir que nos héros donc sont des êtres humains comme tout le monde. Et je m'y suis pas mal retrouvé. C'est vrai que voilà, donc quand je vois certaines des scènes, je peux me dire que ça pouvait être moi avec mes potes, ma famille. Et j'adore ce genre de scènes qui, donc même si elles sont pas nécessairement utiles dans le sens où elles font évoluer l'intrigue, mais justement elles rajoutent énormément de profondeur aux personnages. Et ça souligne au final d'autant plus les enjeux de la bataille qu'on a pu voir dans l'épisode précédent, à savoir la victoire des vivants sur la mort et la victoire de tout ce qui fait leur humanité. Dans l'analyse de l'épisode 3, j'étais revenu sur la thématique des duos et des trios de personnages qui ont un passé commun et donc qui naturellement sont mis en scène ensemble. Et on retrouve encore ça dans cet épisode, à commencer par la crémation des morts. Et donc c'est naturellement qu'on retrouve donc d'une part Dany qui va faire ses adieux à Jorah, donc puisque c'est par la même occasion faire adieu à une grande part de sa vie. D'autre part Sam qui va brûler Dolorous Edd, donc de son vrai nom Edison Tollett, puisque c'est son frère de la Night's Watch. On a également Arya qui va se charger de Beric Dondarrion, donc par rapport à la fois à ce qui s'est passé dans l'épisode précédent et également du temps ensemble qu'ils avaient passé dans les Riverlands. Et on a également Jon qui va brûler lui pour sa part donc Lyanna Mormont puisqu'elle représente la loyauté du Nord envers sa personne, ayant été la première à le nommer King in the North. Et d'ailleurs c'est cette problématique de la loyauté de Jon, donc d'un côté envers le Nord et de l'autre côté vers Daenerys, qui a toujours été présente pendant ces deux dernières saisons et qui est une nouvelle fois soulignée donc par ce geste et également par le regard qu'il jette à Dany en l'effectuant. Et finalement donc on a Sansa qui se charge de brûler Theon. Ce qui complète donc l'histoire du personnage de Theon, que j'avais déjà développé dans l'analyse de l'épisode précédent, et qui finit donc par lui mettre une broche avec le symbole de la maison Stark, donc comme ultime signe de reconnaissance comme membre à part entière de la famille, pour quelqu'un qui a passé sa vie à chercher sa place, de la même manière que Bran avait pu le faire dans l'épisode précédent. Et donc, lors de son onologie funèbre, Jon utilise le terme de bouclier qui protège le royaume des vivants. Donc ça, c'est une référence directe au serment de la Night's Watch qui utilise donc cette expression mot pour mot. Et c'est également donc une référence à la fondation même de la Night's Watch puisque cet ordre avait été créé en réaction à la première bataille pour l'Aube. Et un autre duo qui interagit de manière assez intéressante, c'est celui de Sansa et Sandor durant le dîner à Winterfell, qui ont une relation qui pour moi est l'une des plus intéressantes de l'intégralité de la saga, avec celle entre Brienne et Jaime, dont j'ai parlé dans l'analyse de l'épisode 2. Et donc ces deux personnages ont toujours eu des interactions très intéressantes, et ça date du temps où Sansa vivait à King's Landing. Donc en tant que garde du corps attitré à Joffrey Baratheon, puis après ça officiellement membre de la Kingsguard, Sandor a toujours entretenu une relation particulière avec Sansa en s'imposant petit à petit comme son protecteur.
Donc de tous les membres de la cour, il est l'un des seuls à la traiter avec décence, quand le reste la voit uniquement comme la fille d'un traître. Donc il est présent pour minimiser le traitement que Joffrey lui inflige, et refuse même de la battre, préférant lui nettoyer le sang qu'elle a sur les lèvres. Et c'est également lui qui la sauve d'un viol, et même très probablement d'un meurtre, lors des émeutes de King's Landing, et un des faits les plus marquants de leur relation intervient vers la fin de la bataille de la Blackwater, où Sandor, donc qui est brisé psychologiquement par la bataille et par les flammes, l'attend dans sa chambre et lui propose de fuir avec elle, et donc comme elle refuse, il lui demande juste de lui chanter une chanson romantique avant lui-même de partir. Et donc la scène qu'on a là rappelle bien entendu cet événement puisque la structure est assez similaire. On a Sandor qui se bat, qui craque donc à cause des flammes, et qui retrouve Sansa après la bataille. Mais au-delà de ça, pour moi, donc l'intérêt de cette scène est multiple. Premièrement, ça rejoint totalement l'analyse que je faisais dans l'épisode précédent de la relation que Sansa a aux apparences, à la beauté et à l'idéal chevaleresque. Donc on est dans la continuité de cette réalisation puisque Clegane, lui, est l'opposé en tout point de l'image qu'elle se faisait d'un preux et d'un galant chevalier. Déjà parce qu'il ne l'est pas, chevalier, hein, il n'a jamais été adoubé, et parce qu'il est défiguré et que Sansa ne supportait même pas, ne serait-ce que de le regarder dans le premier livre. Et donc petit à petit, comme je l'avais mentionné, elle se rend compte que sa vision de ce qui faisait la valeur de quelqu'un était erronée, et donc qu'elle ne vit pas dans le conte de fées qu'elle s'imaginait. Et comme elle le rappelle, Sandor est également son mentor quelque part, parce qu'il comprend assez rapidement donc cette vision naïve que Sansa elle a en arrivant à King's Landing, et à plusieurs reprises durant son séjour, donc il confronte cette vision et il lui permet d'évoluer, parce que Sandor, lui, de son côté, il a toujours eu un dédain profond pour la chevalerie. Ça a commencé donc avec son expérience personnelle, puisque quand il était petit, il jouait avec des figurines de chevaliers, donc sûrement il rêvait d'en devenir un jour. Et à cause de ça, il se fait battre et défigurer par son frère, qui lui, pour le coup, était destiné à le devenir chevalier. Et donc Clegane, il voit en Sansa, donc qui elle est une jeune lady qui croit dur dans tous ses idéaux de chevalerie, à commencer par le piédestal sur lequel elle place le prince Joffrey, hein, et il voit un miroir de la vision que lui il avait, et c'est bien pour ça qu'il la place sous son aile en fait. Et il sait mieux que quiconque le vrai visage des gens qui derrière toutes ces apparences, ils cachent leur cruauté. Et Sandor Clegane, lui, donc c'est tout l'inverse. Derrière son aspect effroyable et donc la personnalité austère qu'il dégage autour de lui, mais il est au final le plus proche de ce que doit être un chevalier. Et c'est pour ça donc qu'il défend Sansa et puis Arya. Et donc l'éduque de manière bien souvent pragmatique, hein, et très terre à terre, ça on va pas se le cacher. Et je suis content donc qu'on ait pu avoir cette petite discussion qui souligne donc concrètement cette évolution du personnage de Sansa, et donc qui fait face à cette réalisation, donc de la même manière qu'avec Tyrion, un peu à l'image de La Belle et la Bête, si vous voulez, que voilà, c'est pas vraiment les apparences qui font la valeur de la personne. Et d'ailleurs, le surnom que Sandor a toujours donné à Sansa depuis le début, donc Little Bird, hein, le petit oiseau, est assez intéressant parce que c'est une métaphore pour tout ce que Sansa était, donc c'est-à-dire un petit être sans défense. Et l'image de l'oiseau, en fait, c'est également un symbole qui est riche de sens et qui va suivre partout donc l'évolution de Sansa, puisque donc le symbole de son second mentor, Littlefinger, donc c'est un oiseau moqueur, qu'elle effectue sa formation dans le Val d'Arin, dont le symbole est un faucon, et enfin je veux dire même les tenues qu'elle porte évoquent les oiseaux quoi. Et les oiseaux c'est quoi? C'est également le symbole de l'information, donc puisque donc ils communiquent avec des corbeaux. Les espions de Varys donc sont surnommés les petits oiseaux aussi. Et puis même toute l'imagerie de la corneille aux trois yeux est directement liée à ça. Et donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que elle, Sansa, c'était ce petit oiseau qui au final a grandi, a compris les rouages du système et maintenant elle vole de ses propres ailes. Et donc d'autre part, cette scène nous laisse entendre également les motivations de Sandor Clegane, donc à savoir en finir avec son frère, dans un duel qui va s'annoncer vraiment épique, même si je le vois peut-être perdre, et avoir Grégor au final se faire rayer de la liste par Arya. Et donc ça rejoint l'analyse que j'avais faite dans l'épisode précédent. Donc s'ils ont laissé Sandor Clegane en vie après la bataille, c'est bien pour cette raison, parce qu'il a encore quelque chose à accomplir. Et ce que j'avais également dit, c'est que s'il y avait une raison valable pour que Gendry survive à la bataille, c'était pour le nommer Lord de Storm's End, et donc Seigneur des Stormlands, de par sa filiation avec Robert Baratheon. Et donc c'est chose faite dans cet épisode. D'ailleurs c'est assez sympa de voir que Davos, c'est le premier mec à l'acclamer. Tout d'abord parce que Davos il vient de là-bas, hein, et donc il devient effectivement le vassal de Gendry, et également parce que Davos a une relation particulière avec cette ville Storm's End, puisque je le rappelle, donc c'était lui le contrebandier qui avait permis à la ville à tenir le siège de Mace Tyrell, donc pendant la rébellion de Robert,
Et finalement, c'est lui qui sauve Gendry, donc de Mélisandre, dans la série en tout cas, au péril de sa propre vie. Bon, dans le bouquin, c'est un autre bâtard de Robert, mais les deux histoires ont été combinées en un seul personnage par HBO. Et donc, pour rester sur Gendry, on a donc cette scène avec Arya où il lui propose de devenir la Lady de Storm's End, et donc ce qu'évidemment elle refuse. Donc ce refus est prévisible, hein, et ça entre naturellement en accord avec le personnage d'Arya, qui depuis le début de la saga n'a vraiment jamais été intéressée par devenir Lady, à l'opposé total de sa sœur Sansa, comme on vient de le voir d'ailleurs. Et donc dès son éducation à Winterfell, Arya elle a horreur des activités donc, qui sont supposées réservées aux ladies, donc notamment la couture par exemple, et c'est pourquoi Jon lui offre l'épée qu'elle nommera elle-même Needle. Et donc c'est également pour cette raison qu'elle suit la formation de Syrio Forel à King's Landing, et également pour ça qu'elle nomme son direwolf Nymeria, donc en référence à la princesse guerrière, quand sa sœur avait nommé la sienne Lady. Et donc toute sa vie, Arya a cherché à s'enfuir de ce futur donc tout tracé pour elle, en demandant à plusieurs reprises à Gendry d'ailleurs donc de ne pas l'appeler Lady, hein. Et c'est naturellement donc qu'elle refuse sa demande en lui disant que ça ne lui correspond pas. Donc dans une phrase qu'elle avait mot pour mot prononcée à son père quand il lui expliquait ce que son futur devrait lui offrir. No, that's not me. That's not me. Au passage, dans cette scène, on a également Gendry qui dit que donc avant il s'appelait Gendry Rivers, donc parce qu'il est un bâtard, et ça je trouve ça toujours intéressant donc de rappeler les coutumes Westerosi au passage, même si ça n'a pas vraiment de sens, parce que Gendry est donc un bâtard de gens du peuple, et les bâtards des gens du peuple en fait ne portent simplement pas de nom de famille en fait. Cet épisode nous permet également donc d'enfin avoir l'aboutissement de la relation entre Jaime et Brienne, comme on pouvait s'y attendre, et je vais pas revenir là-dessus, parce que je l'ai quand même déjà extrêmement détaillé donc dans l'analyse de l'épisode 2, mais on a également donc droit au départ de Jaime qui fait le coup classique du oui, c'est moi le connard dans l'histoire, pour que la situation soit plus facile à digérer pour Brienne, sachant que la probabilité qu'il survive à la bataille de King's Landing donc, est quand même assez faible, vu son arc narratif, donc il dirige quand même globalement vers le meurtre de sa sœur, comme j'avais pu le mentionner. Une autre scène vraiment intéressante de cet épisode, c'est la réaction de Daenerys durant le banquet à Winterfell. Donc on la voit observer un peu de loin Jon et les survivants qui célèbrent la victoire, et il y a un gros plan sur elle, avec des effets sonores qui sont vraiment bien gérés, donc le son qui devient super étouffé et qui contraste énormément en fait avec l'atmosphère festive qu'on avait jusque-là. Et donc cette scène nous permet de bien se rendre compte donc, de ce que Daenerys ressent, donc c'est-à-dire la solitude et le rejet donc qu'elle ressent de la part des Westerosi. Et donc ça colle totalement en fait avec le personnage de Dany, donc qui n'a jamais eu de réel chez soi au final. Et toute son enfance, elle a dû migrer donc de ville en ville, en gardant toujours ce sentiment d'injustice, d'avoir été usurpée de son droit, d'une part, mais d'autant plus en fait de sa terre natale. Et donc ça, c'est son frère qui lui a vraiment inculqué ça pendant toute son enfance, avant qu'elle se fasse marier de force et donc intégrer à un peuple dont elle connaissait pas les coutumes. Et elle a toujours été traitée donc, comme une étrangère, quel que soit l'endroit où elle était. Et maintenant qu'elle est au final de retour dans l'endroit qui est vraiment censé être chez elle, elle se retrouve confrontée encore une fois à la même problématique. Et donc on ressent vraiment très bien ce sentiment de rejet dans sa quête infructueuse d'appartenance. Et donc voilà, ça se voit vraiment dans ce plan. Et c'est là au final donc le cœur de la trame narrative de Daenerys, hein, de trouver sa place. Sauf que c'est quelque chose que tu peux pas, tu peux pas t'imposer comme ça juste sous prétexte que c'est ton droit. Et donc voilà, c'est l'équilibre donc très instable dans lequel elle est, donc c'est-à-dire de se faire accepter tout en conservant son autorité, malgré le fait que les gens ne la voient pas nécessairement comme légitime. Et c'est donc sur ces prémices-là que se base toute la trame de cette deuxième moitié de saison, où on retrouve donc les intrigues propres à cette série, à commencer par la révélation de Jon, dont l'honneur l'impose, à l'image des Dark Stark, hein, de dire la vérité à sa famille. Vérité qui va donc transiter rapidement, puisque Sansa donc, sait maintenant comment jouer le jeu et va faire passer l'information. Et personnellement, j'ai bien aimé comment ça a été amené dans cet épisode. Donc le fait de dire la vérité off-screen, donc après une coupure, donc en plus de nous éviter de revoir 15 fois la même scène, ça permet vraiment de ressentir la dynamique qui se met en place avec une info qui se répand vraiment donc, comme une traînée de poudre entre les protagonistes. Et avant de passer aux dernières scènes, on a le droit à un petit passage avec Bronn que je trouve un peu bizarrement placé. Donc moi je m'attendais à ce qu'il arrive donc avant ou pendant la bataille et qu'il ait un impact. Et finalement, donc on le voit juste faire un aller-retour, donc il prend des mois juste pour mettre un coup de pression à Tyrion et Jaime.
Et donc comme j'en parlais dans l'analyse de l'épisode 1, donc Tyrion rappelle à Bronn sa promesse de surenchérir s'il a un contrat sur sa tête, et lui promet donc Highgarden, ce que je trouve pour ma part assez dangereux pour Bronn, vu la puissance des seigneurs du Reach. Je pense qu'il devrait se contenter de Riverrun. Enfin bref, même si j'ai trouvé cette scène donc un peu sortie de nulle part, je vais pas prétendre être mécontent de la voir, parce que les interactions de Bronn, donc avec n'importe lequel des deux frères, sont toujours vraiment super fun à regarder. Et au passage, je pense que cette scène aura une signification assez importante dans les derniers épisodes. Je sais pas encore trop comment, mais voilà, je pense qu'il y aura forcément quelque chose autour de ça, parce que je vois pas vraiment Bronn tuer ni l'un ni l'autre, mais sinon je vois pas l'utilité d'amener ce sujet dans le script en fait. Et donc pour terminer, sur les quelques scènes finales, donc on sent vraiment l'étau qui se resserre autour de Daenerys. D'une part, de par les intrigues en fait qui se mettent en place, notamment de la part de Varys, qui a toujours été un des maîtres du game avec Littlefinger, mais à la différence de Baelish, donc lui il a toujours tout fait pour le bien du royaume, ou du moins pour ce qui lui semble l'être. Et donc cet étau se resserre également avec la perte de Rhaegal. Voilà, je me disais bien qu'il fallait qu'il y ait un deuxième dragon qui meure, ne serait-ce juste pour équilibrer les forces avant la bataille contre Cersei. Dans une scène qui visuellement est très jolie, mais qui est pas très très logique sur pas mal de points. Donc déjà, comment ils ont fait pour pas voir une flotte arriver alors que la vue était totalement dégagée pour les bateaux, et j'en parle même pas pour ceux qui étaient en dragon. Pourquoi Dany a pas fait le tour pour les cramer par derrière. Enfin voilà, donc il y a pas mal de petits trucs un peu illogiques, mais bon, passons, c'est la scène qui est faite comme ça. Et donc on finit sur une confrontation finale devant les murs de King's Landing, dans une scène qui rappelle totalement l'arrivée de Daenerys devant les murs de Kars en fait. Et donc c'est un parallèle qui nous montre à quel point Dany est acculée, puisque en fait quand c'est arrivé donc devant les murs de Kars, c'est quand elle était vraiment au plus bas, où il lui restait juste une poignée d'hommes après avoir erré je ne sais combien de temps dans un désert. Et donc au passage, je suis content qu'on revienne à une configuration de King's Landing un peu plus proche de comment la ville est réellement, plutôt que sur les choix esthétiques qui avaient été faits il y a quelques saisons, mais qui étaient vraiment peu fidèles à comment la ville est, donc genre ce truc là qui ressemble à rien. Et donc à part ça, donc la scène est très bien foutue. Les plans qui accompagnent Tyrion et qui sont filmés en contre-plongée, donc ça accentue le gigantisme des remparts par rapport à sa taille, donc ça marche très bien. On a également donc un petit bras de fer chinois en fait au sens figuré, entre les deux mains des deux reines. Et donc on a ce discours de Tyrion à Cersei qui se révèle finalement être également destiné à Daenerys un peu indirectement. Donc en lui rappelant qu'il sait qu'elle n'est pas un monstre et qu'elle a rien à gagner à faire cramer la ville et de penser à son enfant, donc c'est-à-dire pour Daenerys le dernier dragon. Et cette phrase donc par rapport à l'enfant d'ailleurs devrait sûrement faire comprendre à Euron qui n'est pas le sien, parce que y a vraiment aucun moyen que Tyrion soit au courant que Cersei est enceinte, si ce n'est que l'enfant est celui de Jaime. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation avec une Daenerys donc dans une position très délicate, et au final que la personne qui serait la Mad Queen prête à faire brûler son peuple n'est peut-être pas celle à qui on s'attendait. Et donc à Kars, Dany avait eu une vision du donjon rouge en ruine et de ce qui semblait être de la neige, donc évoquant l'hiver et le Night King. Mais en fait, il se pourrait que ce soit en réalité pas de la neige, mais bien des cendres, et donc les conséquences de ses actions. Parce que dans sa quête absolue donc du pouvoir qu'elle estime légitime, il semblerait qu'elle devienne exactement ce qu'elle cherchait à combattre, un peu comme le mentionnait Varys. Et donc si elle continue sur cette voie-là, donc oui, elle serait reine, mais elle serait reine d'un tas de cendres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de l'épisode. Je vous recommande également vivement d'aller jeter un coup d'œil sur ma vidéo sur les populations, ethnies et religions, parce que les analyses, c'est vrai que c'est cool, mais je pense que pour la compréhension globale de l'univers, ces vidéos-là pourraient quand même vous intéresser pas mal. D'ici là, portez-vous bien, on va se retrouver très bientôt pour des nouvelles vidéos sur l'univers de la saga. Je vous dis Valor Morghulis, et à la prochaine.